Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévisio qui parle de QVT et rien que de QVT. Voilà déjà un peu plus d'un an et demi qu'on se retrouve tous les mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Pourtant, chez Wunjo, nous sommes intimement persuadés qu'il y a une urgence à engager des transitions comportementales dans nos organisations et à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous. Nous avons un réel pouvoir d'agir. Aujourd'hui, je suis absolument fière d'être avec vous et à mes côtés, Adeline Fleury. Adeline, bonjour. Bonjour Manu. Adeline fait partie du collectif d'intervenants, toutes ces personnes qui sont absolument passionnées, engagées, qui ont vraiment envie de contribuer à ce que le travail soit beaucoup plus désirable. Nous représentons ensemble Wunjo. Nous sommes une société à impact et d'utilité sociale qui est née il y a 21 ans dans la belle et grande famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous avons à cœur chez Wunjo de rétablir les choses, d'essayer de redonner des lettres de noblesse à la qualité de vie au travail et surtout d'honorer la préciosité du vécu singulier de chaque travailleur et de chaque travailleuse. Nous prenons la parole régulièrement et aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est particulièrement d'actualité. Avant de vous en dire quelques mots, j'aimerais vous présenter Adeline qui va partager la caméra avec nous pour l'heure qui arrive. Adeline Fleury, elle est à la base naturopathe et elle est devenue petit à petit facilitatrice en intelligence relationnelle ainsi que consultante en qualité de vie au travail. Son métier, c'est de transformer des tensions en actions et d'accompagner des collectifs de travail à vivre le travail de manière beaucoup plus harmonieuse. Et elle va accompagner à la fois les managers et les collaborateurs, les collaboratrices, à devenir des véritables acteurs pour mieux prendre soin, mieux prendre en compte leur propre bien-être au travail et trouver des clés extrêmement pragmatiques. C'est à la fois sur ce sujet de fond qu'est le stress, le bien-être au travail, la capacité à trouver de l'équilibre dans nos vies, et son intention de vous transmettre aujourd'hui des clés et des outils pragmatiques qu'elle va prendre la parole. Nous aurons ensemble 45 minutes d'échange à partir des questions que vous allez bien vouloir poser dans le chat et dont Marco, notre standardiste farfelu, se fera le porte-parole. Je vous invite à commenter, à réagir, à poser vos questions parce que ce SAV n'est pas écrit. Évidemment, on prépare des apports pédagogiques qui sont hyper importants pour vous en vous offrant des éclairages nouveaux. Mais à chaque fois, le contenu de ce qui est dispensé est complètement adapté à vos situations personnelles. Alors, je vous encourage plus que jamais à utiliser le chat. Bon, Adeline, t'es prête? Ouais, prête. Ok. Un peu de stress, un peu de... Un peu de trac, ouais, un peu de trac. Mais contente, super contente. Ouais, c'est chouette. Bon, alors, ce stress dont on parle toutes et tous, cette sensation extrêmement désagréable qui abîme notre quotidien, qui abîme nos relations, qui abîme notre santé. On cherche toutes et tous des solutions pour l'enrayer, surtout quand il est chronique, surtout quand il est d'une intensité extrêmement forte. Et puis, on voit aussi qu'il y a un grand sujet qui a émergé dans le monde de la qualité de vie au travail, c'est celui de l'équilibre et de la capacité à concilier nos vies pro et nos vies perso. On n'entend plus parler que de ça, on légifère en QVT, en santé au travail, et puis on voit que ces deux sujets, ils se mélangent. Alors Adeline, est-ce que finalement, si je suis déjà stressée et que je me mets à stresser parce que je n'arrive pas à respecter ma vie perso, comment on va faire pour s'en sortir? Bon, on va venir t'écouter. Alors je déclare ce SAV ouvert, c'est parti. N'allez pas me stresser, service après-vente activité, bonjour. Oui, bonjour, oui. Ah oui, ça c'est une bonne question, ça. Ouais, allez, on va la poser à Adeline. Adeline, bonjour, quelle différence toi tu fais entre le stress et l'anxiété? Parce que moi, je vois le matin, quand le réveil sonne, déjà, stress. Eh oui, est-ce qu'il a sonné à la bonne heure? Est-ce qu'il reste du café? Est-ce qu'il me reste des brioches, voire des Oreos? Et après, la journée de télécommunication qui commence, alors c'est anxiété, parce que qu'est-ce que les gens vont me demander? Parce que les gens, ils veulent savoir ça, quoi. Ouais, carrément, Marco. C'est une très bonne question. Ça fait beaucoup d'enjeux dans tes matinées au réveil, je vois. Alors, ouais, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de redéfinir la différence entre stress et anxiété, parce que c'est pas la même chose. Le stress, c'est une réaction physiologique d'adaptation de notre corps, de notre organisme, face à des situations et des événements extérieurs. Ce qui veut dire que déjà, ça me permet de tordre un petit peu le cou
à la notion du stress qui serait négatif ou positif, c'est plus compliqué que ça. En fait, pour revenir à cette notion du corps qui s'adapte, le corps, il s'adapte dans plein de situations. Tu disais, Marco, café, pas café le matin. Ça peut être, je cours après mon bus le matin. Et ben là, il y a toute une cascade d'adaptation, le souffle, le cœur qui s'emballe un peu, le sang qui monte au niveau du cœur et des muscles. Je vais me mettre à transpirer un petit peu, l'adrénaline qui monte. Ok, mais tout ça, c'est pleinement OK à partir du moment où les marqueurs ils reviennent à la normale. Une fois que je suis montée dans mon bus, je respire un bon coup, tout va bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stress aigu. Donc le stress momentané. Et là, pas grave, pas d'enjeu. Là où ça se complique, c'est quand ça devient chronique, que ça s'installe dans le temps. Et que là, le cortisol monte et que ça se répète de semaine en semaine et ça peut créer tout un tas de dégâts. Et là, c'est ma casquette de naturopathe que je sors pour dire que ça peut créer des troubles digestifs, ça peut créer des troubles du sommeil, ça peut créer des troubles hormonaux. Enfin, ça peut être vraiment, vraiment balèze. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas une notion de stress positif ou stress négatif, c'est une notion de temporalité et d'impact dans le temps. Et pour juste justifier et animer ça, il y a 2 psychiatres américains qui, dans les années 70, ont créé des études. Ils s'appelaient Holmes and Rahe, R-A-H-E. Et ces 2 psychiatres américains, ils ont fait une étude pour regarder sur les 12 mois passés de notre vie quels étaient les événements qu'on a vécus et qui pouvaient être porteurs de stress, avec un comptage des scores propres aux événements vécus. Alors, sans surprise, quand on vivait le décès d'un conjoint, d'un époux, on était au plus haut, à 100. Mais on voyait qu'un événement extrêmement heureux comme un mariage, c'était 70. Une grossesse, on était à plus de 55. Le fait de gagner au loto, c'était aussi énorme dans les scores. Donc, c'est tout ça. C'est vraiment pour dire que le stress, c'est pas juste quelque chose de moche qui me tombe dessus. C'est tout ce qui va demander à mon corps une adaptation. D'accord ? L'anxiété, c'est un peu plus complexe dans le sens où c'est pas juste une réaction physiologique immédiate, c'est plus une construction psychologique. Je vais anticiper un futur que je perçois comme menaçant. Donc, je vais avoir ce petit nuage noir au-dessus de la tête qui va me faire voir les choses un peu tout en gris. C'est « Ah oui, mais ça risque de mal se passer. Et puis, si je rate cet examen, et puis si j'ai pas cette évolution pro. » Bref. Et je construis tout un système mental qui me met dans l'inquiétude, en fait. Et c'est en ça qu'il y a une différence majeure, c'est que le stress, quand il est vécu à court terme, il est moteur. Hein, quand je disais, moi, j'ai un peu le trac là, en arrivant sur ce SAV, mon trac, il est moteur. J'ai envie d'être là, je suis contente. L'anxiété, elle est rarement motrice. Elle va me figer. Elle va me peser dessus, en fait. Donc, c'est pas la même chose. Et on n'est pas égaux là-dessus. C'est-à-dire que si je viens d'une famille où mon père, ma mère étaient des parents extrêmement anxieux, il y a plus de chances que moi, je fasse du mimétisme et que je considère le fait de projeter de l'inquiétude permanente sur le futur, ce soit normal et que je reproduise ça. Puis évidemment, on va pas se mentir, hein, en ce moment, en France, on a un climat politique qui est pas ouf, économique non plus. Donc, il y a un bain anxieux quand même qu'on traverse et on le voit dans les chiffres. La jeunesse est à plus de 50% à vivre de l'anxiété. Donc, c'est une vraie réalité aussi sociétale, clairement. Tu vois, tu parles, tu dis qu'on n'est pas tous égaux face au stress. Ce qu'on voit dans les environnements de travail, c'est qu'il y a et tu parlais de la famille et de notre héritage quelque part. On voit dans les entreprises qu'il y a des équipes qui fonctionnent que en stress, tout le temps, permanent. C'est-à-dire que ça devient la culture de l'équipe que d'être en permanence dans une forme de tension, d'hyperadaptation. Et pour le coup, avec le côté aigu dont tu parlais et le côté chronique, puisque ça devient une façon d'être. Carrément. Ça, c'est terrible, hein, quand ça devient un peu la norme d'anticipation de l'avenir, d'avoir un biais de négativité hyper présent dans la vie de l'équipe, la vie de l'entreprise. Ça vient noircir tout le potentiel, quoi, tout le dynamisme d'un projet. C'est rude. Et c'est là où, quand on va trouver des travailleurs et des travailleuses, et parfois les managers qui disent « Non, mais c'est juste plus possible. En fait, on est comme un rat qui court dans une cage. Il faut enrayer cette espèce de système qui est devenu une habitude, une normalité. »
On ne peut plus faire ça. Donc, il y a quelqu'un qui arrive à faire le pas de côté, à sortir un petit peu du processus. Et ce qu'on observe, c'est quand ces personnes-là, elles, mettent des mots sur une situation jugée anormale et incarnent par leur propre posture un changement dans la façon de vivre le stress de vivre le stress, alors ça peut être contaminant pour l'ensemble de l'écosystème. Les émotions sont très contagieuses, c'est une évidence. Et c'est en ça que c'est hyper pertinent de pouvoir, lorsqu'on voit dans une équipe ou dans une entreprise qu'il y a quelque chose qui se gangrène comme ça, où finalement on n'arrive plus à avoir cette vision optimiste pour sortir de son marasme, de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur pour apporter un vent nouveau, un regard nouveau et de tourner l'angle de perception des choses en fait. Clairement, oui, indispensable. Bon, et donc, du coup, comment tu connectes le sujet stress au sujet équilibre vie pro, vie perso, Adeline? Parce que je considère que si on est complètement mangé par un stress permanent ou une anxiété permanente, ça va être impossible de trouver cet équilibre-là aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Donc, en fait, poser ce regard-là sur c'est quoi mon niveau de stress, c'est quoi mon niveau d'anxiété, faire cet état des lieux-là, il est juste indispensable. Parce que sinon, comme on vient de le dire, l'anxiété qui gangrène une équipe, elle peut gangréner ma vie sur toutes ses facettes, en fait. Donc, clairement, indispensable de venir sonder ça, de façon individuelle avant tout. Ok. Voilà. Bon, quand on parle de difficultés d'équilibre vie pro, vie perso, est-ce que toi, aujourd'hui, par rapport aux personnes qui viennent te voir, ils arrivent avec cette charge stress dont tu parles, ou est-ce qu'ils viennent plutôt avec l'injonction d'une société qui leur dit oui, c'est important de ne pas faire trop d'heures, d'être en forme dans ta vie perso? Ils viennent avec quelle intention, les gens? Les gens, en fait, ils arrivent avec un gros fardeau sur les épaules et à plus trop savoir par quel bout prendre les choses, en fait. C'est ils se sentent stressés ou ils se sentent anxieux, mais c'est le flou en général. C'est carrément le flou. C'est-à-dire qu'ils savent plus vraiment définir si c'est les injonctions de la société ou si c'est eux qui gèrent mal individuellement leur rapport à ce stress ou à cette anxiété. Donc, moi, mon rôle, c'est justement de faire cet état des lieux avec eux pour voir qu'est-ce qu'il en est, quoi. On en est où des croyances, des injonctions, tout ça, et vous, individuellement, émotionnellement, dans vos besoins, qu'est-ce qui se joue, en fait. Donc, c'est vraiment faire la part des choses, absolument. Ouais, et c'est important d'entendre aussi, je pense aux personnes qui sont avec nous, que l'extérieur et notamment les professionnels ont plus un rôle de miroir, d'éclaireur, mais qu'en aucun cas, c'est à nous de dire ton stress, il est bon ou il n'est pas bon, ou ton équilibre de vie, il est bon ou il n'est pas bon. C'est ça. En fait, les gens qui arrivent à moi, en général, alors avec ma casquette de naturopathe au cabinet, c'est des gens qui arrivent avec tout un tas de symptômes. Donc, ces symptômes-là, on vient les regarder et on essaye de comprendre ce qu'ils viennent dire de plus profond, en fait. Quand j'ai de l'eczéma de partout, que j'ai des troubles digestifs à gogo, ça vient dire quelque chose de mon organisme et très souvent de mon système nerveux. Donc, on décortique les choses comme ça. Et après, c'est pareil, quand je suis en animation d'atelier en entreprise sur le stress, les gens me déposent également. Mais souvent, ils vont me déposer des choses très individuelles qui viennent, comme tu le disais, devenir contagieuses au sein de l'équipe. Mais c'est souvent plein de petits éléments individuels qui créent cette… tu vois ? Ouais, c'est ça. Il y a justement Elisabeth, là, dans le chat, qui nous demande comment on peut se protéger du stress contagieux de son entourage. Ouais, et se protéger du stress contagieux de son entourage, c'est créer sa bulle à soi, quoi. C'est créer ses propres limites, en fait. C'est créer son environnement dans le sens où, quand on se connaît soi-même, quand on a identifié ce qui m'appartient à moi, ce qui est juste pour moi, et ce qui appartient aux autres, et ce que je ne veux pas des autres, c'est, tu vois, se créer cette bulle dans laquelle je me mets et où je me dis, là, je suis dans mon axe, je suis dans mon vrai à moi, je suis dans mon bon à moi, je m'y tiens. Et ce qui appartient aux autres, appartient aux autres. Quand on dit la vie des autres, AVIS, c'est la vie, VIE, des autres, c'est ça aussi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais après, ça, c'est tout un chemin individuel où on va construire son propre équilibre sans se faire manger par des personnes. Et Marco a dit quoi, la vie des autres, justement? La vie des autres, au standard.
C'est ça. Bougez pas. Ah, bah, ils avaient un petit problème de téléphone. C'est pour ça que j'ai ce stress et cette anxiété mélangée. Service après-vente à QVT. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Audrey. Oui. Eh bien oui, on va demander, oui. Oui. Donc concrètement, comment on fait pour avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso? Les gens veulent avoir des petits conseils. Ouais, bien sûr. Alors là, on en revient à ce que Emmanuel me demandait sur comment je me préserve des autres quand en gros il m'envoie des trucs pas cool. C'est revenir à qu'est-ce qui fait sens dans l'équilibre vie perso, vie pro pour moi par rapport à mon radar intérieur. Parce qu'on est tous archi différents et il y a des personnes qui vont bosser mais énormément et qui vont être super bien avec ça. Parce que le travail a une valeur hyper importante dans leur vie et s'ils ne vivent pas cette quantité-là, ils se sentent déséquilibrés. Alors qu'à l'inverse, il y a des personnes qui vont avoir besoin de bosser un peu pour ramener le salaire nécessaire aux besoins de la famille ou de leur vie, mais que clairement, les piliers, ça va être la famille, les amis, le sport, tac. Et ça, c'est super individuel. Donc, c'est vraiment aussi se donner le droit de ne pas chercher à coller à un schéma ou à coller à des visions extérieures à la mienne, parce que j'ai toutes les chances de me planter et de me sentir mal. Donc, ça paraît tout simple ce que je dis là, mais sincèrement, on n'est pas toujours on ne se donne pas le droit de se poser vraiment la question de c'est quoi l'équilibre pour moi ? En sachant que cette notion, elle est aussi hyper évolutive. C'est-à-dire que si je suis une maman avec un gamin de 2 ans, mon équilibre n'est pas le même que lorsque mon enfant, on aura peut-être 15, 17 et qui sera super autonome, il va y avoir une courbe. Et donc, me poser la question régulièrement de il se joue où mon équilibre individuel ? Ouais. Donc déjà, ce que tu exprimes, c'est vraiment prendre le temps de prendre de la hauteur 2 minutes et de se regarder et de se dire, OK, donc c'est quoi qui est important pour moi? C'est un peu la réponse que tu faisais tout à l'heure en disant que quand tu reçois en consultation, tu n'arrives pas avec des recettes miracles. Et donc, la base, c'est de dire, allez, tu reviens à toi et tu te poses la question de qu'est-ce qui est OK pour toi, ici et maintenant. Exactement. Tu avais un outil que tu avais envie de nous partager. Complètement. J'avais envie de vous parler d'un exercice qui s'appelle la roue de la vie, qui est un exercice de coaching que je trouve super intéressant. Parce que déjà, tu vois, il y a cette notion de roue, donc il y a quelque chose de circulaire, donc il y a quelque chose qui tourne. Donc, ce qui veut dire que c'est un peu comme la vie, les choses tournent, viennent, partent, reviennent. On n'est pas sur quelque chose de linéaire, tu vois, genre je vis ça et après, une fois que c'est vécu, ça ne reviendra plus jamais. Non, tu vois, l'équilibre, il est rotatif, il est évolutif. Et en fait, avec cette roue de la vie, ça va nous permettre de faire un point sur les différents domaines, les différentes sphères de notre vie. Et donc là, je vous invite, vous trouverez ces modèles facilement sur le net. À gauche, on a une roue de la vie vierge. Et on va pouvoir choisir les grands domaines sur lesquels on a envie de se poser en introspection. Donc, ça peut être ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma santé, ma vie amoureuse, ma vie amicale. Et je peux même le sous-catégoriser. Par exemple, ma santé, je peux très bien faire un focus sur mon sommeil ou mon énergie. Ma relation à moi, ça peut être le temps que je m'accorde. On peut créer plein de petites sous-catégories, mais il faut que ça fasse résonance avec notre vie à nous. Et encore une fois, on n'est pas là pour plaquer des blocs qui ne me parlent pas ou que je n'ai pas envie d'évaluer. Et en fait, je vais scorer, donc mettre un niveau, un score de 1 à 10 à là où j'en suis par sous-catégorie. Donc, je vais pouvoir évaluer sur ma santé comment je me sens en ce moment, et mettre 5, 6, et regarder comment ça rayonne sur l'ensemble de la roue. Pour faire cet état des lieux-là, on peut même aller plus loin et puis utiliser une autre couleur et aller évaluer ce serait quoi le niveau idéal. Idéal, ouais. Tu vois, pour voir le gap, l'écart qui se situe entre là où j'en suis et là où j'ai envie d'aller. Et encore une fois, c'est super intéressant parce que c'est très individuel. Peut-être que quelqu'un, pour sa vie pro, il va mettre qu'il est à 5 et puis rester à 5 parce qu'en fait, ça lui va bien et que ce n'est pas du tout sur ce domaine-là qu'il a envie de mettre sa priorité d'énergie ou d'évolution. Et en fait, une fois que j'ai identifié ça, je vais pouvoir me noter des objectifs très concrets, mais peu
faut que ce soit réaliste. réaliste. Et pour que ça fonctionne, on n'est pas là pour se mettre une liste énorme d'objectifs qu'on ne tiendra jamais. Donc, je me mets 2 à 3 mini-objectifs pour venir incarner cette évolution que j'ai envie de voir. Typiquement, je te donne un exemple, Manu, mon problème, c'est le sommeil. Je dors mal, je vois bien que là, je suis fracassée en ce moment, c'est un enjeu. Ok, concrètement, qu'est-ce que je fais pour améliorer mon sommeil? Est-ce que je me donne le droit de me coucher à 21h30 les soirs d'hiver, parce que je sens bien que c'est l'heure où j'ai envie de me coucher, mais ça fait un peu mémère, donc je ne m'autorise pas trop d'aller me coucher à 21h30, alors que mon corps, il appelle à ça. Eh bien, j'y vais, je vais me coucher. Je coupe les écrans, bref, voilà. Qu'est-ce que je mets en place de concret pour arriver à cet objectif? Et puis, une fois que j'ai fait ma roue, eh ben, je me laisse 3 semaines à 1 mois pour vivre ces objectifs et faire une réévaluation 1 mois après pour voir ce qui a été pertinent, amélioré, et puis peut-être même redéfinir une nouvelle roue dans les semaines qui suivent. Oui, c'est ça. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est de se dire que les objectifs qu'on se fixe, déjà, ils doivent être hyper concrets. Oui. Ils doivent être atteignables, mais finalement, ça veut dire se fixer des objectifs sur lesquels j'ai le pouvoir d'agir. Parce que si je me fixe un objectif qui correspond pour lesquels c'est l'autre qui a le droit ou le pouvoir d'intervenir, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. La seule personne sur laquelle j'ai du pouvoir dans ma vie, c'est moi. Donc, si j'implique les autres dans l'évolution de mon mieux-être, j'ai toutes les chances de ne pas avoir les résultats escomptés. Donc, j'évalue l'évolution de mon mieux-être sur des actions que je peux mener moi-même. Bien sûr qu'elles peuvent rentrer en interaction avec autrui. Si je parle de ma vie familiale ou de ma vie amicale ou de ma vie amoureuse, j'inclus l'autre dedans. Mais ce n'est pas ce que j'attends que l'autre fasse, c'est qu'est-ce que je peux faire moi pour aller vers un mieux-être dans cette relation. Dans des exemples que tu as eu récemment de personnes qui se sentaient en déséquilibre entre leur vie pro et leur vie perso et qui te disaient qu'ils étaient comme addicts au boulot, qu'ils étaient tellement engagés, tellement que finalement toute leur vie, c'était leur travail et qui se rendent compte du déséquilibre total. Qu'est-ce que tu as comme exemple de décision que les gens ont pu prendre ou de changement de comportement? Là, tu vois, justement, oui, cette roue de la vie, elle peut déjà donner une belle cartographie de la place que peut prendre la vie pro quand elle va être comparée aux autres éléments, tu vois. Et alors, comment je vais pouvoir accompagner ces personnes qui donnent tout et qui se sentent en déséquilibre, c'est ça que tu dis. Ouais. Parce qu'il y a celles qui sont à fond et pour qui tout va bien. Mais pour celles qui sentent bien qu'elles sont rentrées dans une sorte de work addict, je les invite à réellement se poser sur c'est quoi que j'essaye de nourrir en bossant autant, en fait. C'est quelle part de moi qui cherche à... souvent, il y a un besoin de combler quelque chose. Donc, on parle de vide, en fait, derrière. Tu vois, quand je remplis, c'est qu'il y a un vide qui se cache derrière. Donc, il est où ce vide? Il parle de quoi? Donc là... Je me souviens, pardon de t'interrompre, parce que là, c'est le cri du cœur. Quand j'étais en train de glisser dans le burn-out en 2015, ma coach, elle m'a dit « J'ai qu'une seule question à te poser, la séance est terminée. » Elle me dit « Après quoi tu cours ?» Et elle a raccroché. C'est exactement ce que tu dis. Ouais, c'est ça. C'est vraiment créer une sorte de court-circuit dans cette course-là, effrénée dans le boulot, qui devient automatique, pour créer, tu vois, ce déclic de comprendre, mais je cours après quoi concrètement? J'essaie de remplir quoi? Et là, on est sur un travail de coaching, voire de psychologie, mais qui est super intéressant, super intéressant. On en revient à toutes nos histoires de croyances, des histoires qu'on se raconte ou des traumas qu'on a pu vivre et qui sont en fait une super invitation à venir revisiter. Bon, et puis... Service après-vente QVT, bonjour. Bonjour. Oui. Ah ben oui, ça c'est d'actualité, oui, depuis. Oui, on va demander. Oui, Adeline, l'histoire du télétravail, est-ce que ça complique pas aussi des fois un petit peu les choses entre justement cet équilibre vie pro, vie perso quand on reste à la maison pour travailler? Ouais, ça c'est une super question. Il y a autant de réponses que de personnes. Il y a des gens qui ont carrément trouvé leur juste équilibre avec le télétravail parce que ça a été super facilitateur dans leur organisation. Je fais ma machine entre deux calls. Voilà, bref, il y a plein d'exemples comme ça. Et puis d'autres personnes
qui n'ont pas réussi à trouver leurs limites, qui n'ont pas réussi à trouver leur cadre. Et en fait, ils se sont fait manger dans un glissement où la vie perso et la vie pro se mélangent, se juxtaposent, et pour qui c'est compliqué. Donc, il y a vraiment des questions de tempérament, de personnalité, et pour certaines personnes, un besoin de poser un cadre beaucoup plus concret pour se dire, OK, là, je suis à la maison, je suis en travail entre telle heure et telle heure, mais une fois qu'il est passé, par exemple, 18 heures, je ferme mon ordinateur, je coupe le téléphone, je ne réponds pas à tel ou tel mail et je me mets dans ma bulle vie perso et je n'en déroge pas. Mais ça, c'est très individuel. Il y a des gens pour qui il y a une souplesse entre l'un et l'autre qui est évidente et pour d'autres, ça l'est pas du tout. Donc, on le voit, hein, comme certains revendiquent qu'ils veulent à tout prix du télétravail et d'autres qui sont là, je suis pas fait pour, ça me correspond pas, laissez-moi retourner au boulot. Donc, ce qui me frappe dans toutes tes réponses, en fait, Adeline, c'est cette considération vraiment très forte de la singularité, en fait, de la recette et de la façon de vivre les choses. Et j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a un problème, en fait, tu renvoies à une forme d'hygiène personnelle. Tu as l'air de dire, prenez-vous en main, en fait, les loulous. Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me correspond? Et on en parlera après, mais à partir du moment où si le cadre qu'on me propose ne correspond pas à mes besoins et que je m'y perds, eh ben, je vais redéfinir le cadre. Je vais redéfinir le contexte de ce qui me correspond. Je pense qu'on a toujours le choix dans la vie. Alors, c'est évidemment, tu vois, plus ou moins facile à obtenir, mais on ne devrait jamais être victime d'un cadre qui ne nous correspond pas, dans lequel on ne s'épanouit pas. Donc, justement, pour parler de cette harmonie ouais. entre finalement, alors mieux connaître et mieux comprendre qui je suis, comment je fonctionne, là où je mets de l'énergie, ou comprendre pourquoi est-ce que je mets tant d'énergie et voir s'il y a de l'harmonie avec l'environnement. Tu avais envie de nous parler d'un deuxième outil que tu utilises. Bien sûr, je voulais parler de ma QVT, forcément, parce que la roue de la vie qu'on a vue pour vraiment cartographier les différentes sphères de notre vie, il y a quand même cette sphère pro qui est indispensable à venir voir un peu plus en détail. Et là, ma QVT, c'est un outil absolument génial pour aller regarder quelles sont mes aspirations, quels sont mes besoins au travail, et puis aller regarder justement quelle est la place que prend la vie pro dans ma vie. Est-ce que je fais partie de ces personnes pour qui le travail, il est vraiment indispensable, ce qui veut dire que je vais avoir des grandes attentes, des grandes exigences, et que ça va être important que mes curseurs de besoins nourris sur le plaisir, la sécurité, mon pouvoir d'action, puissent, voilà, qu'ils soient vraiment, vraiment hauts pour que je sois bien moi-même. Et ça, ma QVT, c'est un outil absolument génial pour aller balayer vraiment en détail plein d'items et avoir une cartographie super clair et faire baisser le niveau de stress et d'anxiété. Et là, j'aime bien donner cet exemple d'une personne que j'ai accompagnée avec ma QVT qui était dans un flou total. Elle sentait bien que ça n'allait pas au boulot, mais elle était un peu incapable de me dire pourquoi, comment, c'était flou. Et on a vécu ma QVT ensemble et ça lui a donné tout un tas d'éclairages en fait, extrêmement concrets sur qu'est-ce qui n'allait pas et surtout qu'elle puisse se sentir plus forte pour en parler auprès de son manager, parce que ce qu'elle appréhendait depuis plusieurs années, c'était ces fameux rendez-vous annuels avec son N+1, où en fait, son patron était très content de ce qu'elle faisait, et à chaque fois la survalorisait en lui disant « mais génial, on est hyper content de toi, tes niveaux de performance sont super hauts, tout va bien ». Et elle essayait de lui dire qu'elle, non, c'est pas comme ça qu'elle le vivait. Mais comme il l'abreuvait de compliments, elle se sentait dans l'incapacité de rétorquer quoi que ce soit. Et grâce à ma QVT, elle a eu tout un outillage avec des items très, très précis pour dire au niveau de la qualité des missions qui me sont apportées, du plaisir qui est très moindre, très amoindri, voilà, à déposer tout ça pour qu'elle puisse co-construire derrière avec son manager. Et que ce soit pas juste parce que lui a le sentiment que tout va bien, que ça veut dire qu'elle, de son côté, s'était vécue de la même façon. Pas du tout. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'en ayant un outil, tu vois, tu parlais de la roue, là, de ma QVT, mais le fait d'avoir une représentation visuelle, en fait, du coup, ce que je vis moi à l'intérieur, ça existe. Parce que c'est écrit quelque part.
Mais carrément, ça existe et c'est donc matérialisé grâce à cette cartographie. Et à partir du moment où tu as quelque chose de visuel, de clair, de précis, avec des couleurs, des mots-clés, tu vois, des choses qui prennent une dimension concrète, eh bien, ça fait baisser l'anxiété. Parce que qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure? C'est que l'anxiété, c'est souvent du flou, une projection de l'inquiétude parce qu'on est dans du flou. Dès que tu mets de la clarté, que tu regardes dans les angles morts, tu te sens vachement plus puissant, en fait. Ouais. Donc, tu gagnes de la clarté de toi à toi en positionnant les choses et en les objectivant quelque part, en les rendant matérielles. Donner de la clarté à l'autre. Tu vois, tu donnais cet exemple d'un manager ou d'une manager qui a de l'appréhension à l'égard de son manager. Enfin, on va être honnête, c'est l'écrasante majorité des managers. Enfin, d'ailleurs, je rigole, c'est pas drôle. On a peur de partager ce qu'on ressent, ce qu'on pense dans le monde du travail. Il y a un héritage culturel avec un poids qui est énorme. Il y a des énormes enjeux de libération de la parole, de faciliter une expression beaucoup plus libre et évidemment d'aider aussi à mieux écouter, parce que parfois la parole, elle est libérée, mais l'écoute en face, elle est pas là. Et parfois la parole, elle est carrément inutile. C'est-à-dire qu'on entend une info, mais en fait, derrière, on ne sait pas comment agir. Quel conseil, toi, tu donnerais à un manager qui appréhenderait d'accueillir un stress exprimé par un collaborateur ou une difficulté d'équilibre vie pro, vie perso? Ouais, ça, c'est un enjeu absolument majeur. On est d'accord. Il y a souvent une phrase qui est dite par certains managers qui est ma porte est grande ouverte. S'il y a quoi que ce soit, ma porte est grande ouverte. Alors, je trouve que dans l'intention, c'est chouette. Sauf que dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, parce qu'on est dans une culture où on nous a appris à être bon, être performant, à ne pas trop montrer nos problèmes, nos difficultés et autres, il y a bien des collaborateurs qui se sentent très en difficulté d'aller taper à la porte de leur manager pour exprimer tout ça. Je ne dis pas que c'est bien. Moi, mon objectif tous les jours, c'est d'œuvrer pour que chaque personne se donne le droit d'avoir accès à sa vulnérabilité, à l'exprimer. Mais tant qu'on n'est pas sur quelque chose d'équitable, moi, j'invite les managers à ne pas attendre que le collaborateur en souffrance vienne à taper à sa porte, mais que le manager soit très proactif dans l'écoute fine des signaux de difficulté de ses collaborateurs. Des dossiers qui vont être rendus en retard, une mine un peu fermée, tout ce qui pourrait amener un manager à sentir ces signaux de difficulté de ses collaborateurs, aller s'en saisir et aller créer un dialogue ouvert, confidentiel, vraiment ouvert, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas là avec l'a priori de si je dépose quelque chose de confidentiel et de délicat, je risque de me faire placardiser. Non. Mais ça, c'est toute une transformation des cultures d'entreprise sur le droit à la vulnérabilité, le droit de ne pas toujours être au top, et qu'à partir du moment où j'ai une écoute concrète de mon manager, je me sens en confiance, je me sens valorisée, je me sens reconnue dans ce que je suis, ce que je vis, et ça va booster à fond mon taux d'engagement, en fait, et mon taux de motivation. Donc, en fait, c'est gagnant, gagnant pour tout le monde. Et là, je pense qu'on est vraiment dans une étape où ça se transforme, mais c'est... Ouais, c'est ça prend du temps. Et puis ça paraît d'autant plus, je disais en introduction, qu'il y a une forme d'urgence contemporaine, je vais y arriver, et comportementale. Et en fait, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les managers ou les dirigeants qui accélèrent sur cette transformation, qui est, de toute façon, il y a un changement de paradigme culturel qui est en train d'arriver, donc petit à petit, ça rentre dans les organisations. Mais ceux où on voit qu'il y a des immenses accélérations, c'est malheureusement c'est ceux qui sont concernés. Évidemment, on intervient en prévention du burn-out à partir du moment où il y a eu un manager ou un directeur ou un patron qui s'est retrouvé à quai. Et même chose sur les situations de stress, quand un manager finit par ressentir lui clairement qu'effectivement il est hors catégorie, enfin qu'il a sa santé qui est en train d'être complètement bousillée. Et du coup, ça ouvre des vannes. Bon, c'est exactement ça. Mais l'objectif, c'est de ne pas attendre qu'on ait notre big boss
qui explosent en plein vol pour se donner le droit de se dire « Ah ben moi aussi, j'ai le droit d'être fatigué, moi aussi, j'ai le droit de montrer ma part vulnérable ». Non, allons directement sur les premiers signaux. C'est tout l'enjeu du PSSM, tu sais, des premiers secours en santé mentale, qui est une formation super intéressante, qui est une formation citoyenne, j'ai envie de dire, tu vois, pour savoir détecter les premiers signaux de l'anxiété, de la dépression, du burn-out, pour pouvoir ensuite accompagner la personne vers les professionnels compétents. Et moi, ça m'épate toujours. Alors, on est ravis de vendre des formations en prévention santé mentale, bien sûr. Apprendre à détecter des signaux, à quelque part mettre une autre paire de lunettes et aiguiser son regard pour arriver à capter que… Bon, oui, mais en fait, il y a un truc qui est hyper basique et une forme de bon sens, c'est d'être attentif, en fait. Être simplement attentif à l'autre. Et ça, c'est des choses qu'on oublie et dont on est toutes et toutes dotées. Et c'est pas que la responsabilité du manager ou du dirigeant que de voir qu'effectivement, Christine, avant, elle amenait les chocolatines tous les vendredis, là, elle le fait plus. Ou que Robert, il fait la tronche alors que c'était plutôt quelqu'un qui était un peu jovial et un peu bout en train. Et en fait, tout ça, c'est une forme de détachement et d'observation fine, d'attention qui est portée à l'autre, qu'on a du mal à cultiver dans nos vies qui vont très, très vite. C'est exactement ça. Et tu vois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure sur la notion de pouvoir et de responsabilité individuelle. Parce que cette capacité d'attention à l'autre, si je ne me l'accorde pas à moi-même avant tout, comment ça va fonctionner? Ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça que dans les ateliers que j'anime en entreprise, je leur fais vivre des body scans, tu vois, des temps où on ferme les yeux, on vient se connecter au corps, au ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Elles sont où mes tensions? On fait des jeux autour des émotions. On vient faire des cohérences cardiaques, tu vois, cet exercice de respiration qui dure 5 minutes clé en main, où j'inspire pendant 5 secondes par le nez, j'expire 5 secondes par la bouche. Et là, tout mon système nerveux, je le mets en harmonisation, tu vois, je le mets en équilibre. C'est des petits outils tout simples, plein de bon sens, mais qui sont essentiels à vivre et à incarner pour pouvoir me créer mon attention à moi-même et ensuite être disponible à voir les signaux chez autrui, en fait. Vraiment. Vraiment. Service après-vente activité, bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça, c'est pas faux, ouais. On va demander à Adeline, elle va nous en parler un petit peu plus de ça. Oui, les gens reviennent là sur l'anxiété. Est-ce que le fait quand même de cette fichue manie qu'on peut avoir au quotidien de chercher à anticiper les choses, à vouloir savoir ce qui va se passer dans 2 heures, dans 3 jours, dans 6 mois, est-ce que ça vient pas aussi stimuler un petit peu notre anxiété? Ah bah carrément. Carrément. Là, c'est presque une question philosophique. C'est-à-dire… comment je reviens dans mon instant présent, en fait? Parce que pour moi, c'est là que tout se joue. On est toujours en train de regarder, soit dans le passé, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'ai foiré, ou alors regarder dans le futur sur où est-ce que je serai dans 3 mois. C'est la question d'ailleurs qui marche plus du tout avec les jeunes en recrutement. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Les jeunes de 25 ans, ils te regardent avec des billes comme ça mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne sais pas où je serai dans 6 mois. Donc, c'est bien sûr que le fait de projeter toujours des réponses concrètes sur l'après nous stresse énormément, nous met en anxiété. Et moi, j'invite toutes les personnes que j'accompagne au cabinet à revenir dans leur instant présent pour pouvoir nourrir la joie, la gratitude, de venir noircir les pages d'un carnet de gratitude tous les soirs où je vais noter les 3 moments de ma journée écoulée où j'ai kiffé, où j'ai adoré vivre des petites choses toutes simples du quotidien, mais qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est ça le carnet de gratitude. Et c'est ça qui me ramène à la joie de l'instant présent, à qu'est-ce qui vaut le coup d'être vécu dans ma vie pour booster ma dopamine, booster ma sérotonine, et donc faire baisser le cortisol, qui est la fameuse hormone du stress. Donc, on a plein d'actions comme ça pour… Je me souviens d'un petit exercice qui avait été donné par une coach. Elle avait dit à quelqu'un qui était hyper anxieux, note au fur et à mesure que dans ta tête, il y a cette petite voix qui te dit « et si, et si, et si ». Donc, elle notait au fur et à mesure toute la journée. Et à la fin de la journée, elle mettait une petite coche devant si sa projection d'un futur catastrophique, bien évidemment, avait eu lieu ou non. Donc, elle n'avait le droit de cocher que ce qui s'était passé. Et en fait, il y avait moins d'1% de ce qu'elle projetait qui se réalisait.
Bien sûr. Et tu vois, on disait tout à l'heure, vraiment faire en sorte que ce soit très concret, que ce soit en face de nos yeux, la réalité, en fait, pour arriver à calmer ce foutu mental. Concrètement, Ouais. c'est ça. On a des biais de négativité. Alors, on n'est pas égaux là-dessus. Il y a des gens qui sont des optimistes absolus, qui voient tout en rose et c'est génial. Et puis, il y a ce que j'appelle les caliméros. La vie est trop dure, rien ne va, personne ne m'aime, de toute façon, ça ne marchera pas, blablabla. Et ce biais de négativité, il est hyper polluant. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut agir dessus par notre état d'esprit et par plein d'exercices d'auto-coaching, comme le carnet de gratitude, comme les affirmations positives. Et puis, ce que tu viens de dire, Manu, tu vois comment je viens tiquer sur toutes ces affirmations de peur, tu vois, d'extrapolation qui sont fausses, qui ne se produiront pas, et comment je vais pouvoir créer de la neuroplasticité pour me dire, mais en fait, non, tout va bien, tout va bien. Et puis, quand je disais que c'est un peu philosophique, c'est que clairement, lâcher l'hyper-contrôle, de pouvoir tout avoir, comment dire, la main mise sur tout ce qui va se produire dans ma vie, c'est illusoire. C'est illusoire. Donc, comment je reviens à ma portée, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, il y a une notion dont tu parles en filigrane depuis le début, c'est l'exigence envers soi. Oh que oui. Oh que oui. Et ça, c'est un indispensable. C'est-à-dire pour atteindre mon équilibre vie pro, vie perso, qui est très évolutif, comme on l'a dit, première chose, c'est déjà faire baisser le niveau d'exigence que j'ai vis-à-vis de moi, parce que ma croyance, c'est que le premier bourreau qui existe, c'est nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. On peut être archi tyrannique. Je sais pas, moi, je sais que j'accompagnais une dame dans sa vie perso, qui a 3 enfants, dont un en bas âge, et qui s'imposait de repasser les bodies du petit dernier de 3 mois, tu vois. Donc, j'essayais de la questionner sur, comment dire, la nécessité de faire ça. Qu'est-ce que ça venait nourrir en elle? Et en fait, c'était que des croyances limitantes, de sa mère faisait comme ça, l'hyper-exigence, le driver de soi parfaite. On est bien d'accord que le petit bout de chou de 3 mois, body repassé par repassé, non, ça se joue vraiment de elle à elle, quoi. Ouais, zéro incidence. Et donc, en fait, c'est décortiquer tout ça. Autre exemple, j'ai une personne qui venait au cabinet qui me disait que le midi, le truc qui lui faisait le plus de bien, c'est de pouvoir prendre sa pause déj toute seule. Parce qu'elle avait besoin de silence et de se régénérer. Et elle s'imposait d'aller prendre sa pause déj avec ses collègues. Et ça la saoulait, en fait. Ça lui pompait énormément d'énergie parce qu'il y avait énormément de ragots, de machin. Elle n'avait pas envie de ça. Et je lui demande, mais pourquoi vous continuez à manger avec vos collègues? Ah ouais, mais vous comprenez, elles risquent de me juger, elles vont penser que je suis un peu, je joue solo, que je suis asociable. Et en fait, elle s'était créée tout un univers de réalité, certainement parce qu'elle vivait une blessure de rejet. Donc, elle projetait que les autres allaient se sentir rejetés si elle faisait ainsi. Donc, on a décortiqué tout ça. Et on est plein d'injonctions, on est plein d'exigences qui sont à franchement désamorcer pour aussi se foutre la paix. Lisez le bouquin de Fabrice Midal qui s'appelle « Foutez-vous la paix », qui est juste une bible pour moi. Je pense, tu vois, à cette injonction depuis quelques mois, pour pas dire années maintenant, autour de l'engagement. Parce que les DRH, les dirigeants, ils n'ont plus que ce mot à la bouche. Les managers, je veux du personnel engagé, engagé, engagé. Et en fait, on comprend bien que de toute façon, quand on est salarié managé, que effectivement, si les gens ne sont pas engagés, forcément, on ne va pas atteindre les objectifs et forcément, la boîte, elle ne tournera pas bien. Mais en fait, on ne sait pas très bien ce qu'on met derrière cet engagement. À tel point que, comme les critères, ça c'est très très QVT, comme les critères en fait de la qualité du travail ne sont pas définis, comme les critères qui font qu'on va juger que quelqu'un est engagé ou ne l'est pas, comme tout ça c'est une immense zone de flou, chacun y va de sa petite représentation personnelle, de sa carte du monde personnel, et finalement va venir calquer souvent son histoire et puis ce qui est inscrit quelque part dans le cabochon, ce qui fonctionne comme étant des règles pour nous et l'image qu'on veut projeter dans la société et qu'on veut avoir de nous à nous. Quand on entend, par exemple, Adeline, que si tu sors du boulot et que tu n'es pas fatiguée, c'est que tu n'as pas assez travaillé ou assez bien travaillé. Ah oui. Mais complètement. Et encore aujourd'hui, en 2024. Bien sûr, encore aujourd'hui. Ce n'est pas que les boomers qui ont cette croyance-là. Mais moi-même, ça c'est un exemple très perso. Ma croyance, parce que j'ai des parents qui étaient artisans, commerçants, boulangers, pâtissiers, le travail, c'est quand tu es archi fatigué, le travail, c'est dur. Je m'étais mariée avec un professeur, autant vous dire que dans la famille,
professeur, c'est coolos, quoi. Et que des croyances comme ça, de vision qui étaient propres à ma famille. Et on est tous empreints d'une culture familiale, d'une culture voilà, sociétale et autres, et qu'on doit s'inviter à revisiter. Ça, c'est un indispensable. Sinon, on projette sur l'autre notre réalité, qui n'est que la nôtre, et c'est là que ça crée des tensions, des conflits dans tous les sens, et qu'on ne s'en sort pas. Alors, on projette sur l'autre et après, il y a dans l'autre sens où on va observer le comportement de l'autre, souvent qui a une position d'autorité, en termes d'exemple, d'exemplarité du comportement à avoir et donc du coup se mettre dans les chaussons et se mettre à voir la vie de cette personne qui semble être exemplaire. Ça, ça fout la rate au courbouillon à nos amis managers parce que il y en a, ils nous le disent, il y en a plein qui nous disent, moi à 17h, je pourrais filer en fait, ce que j'ai fait, ce que j'avais à faire, c'est OK. Mais non, je pars le dernier de la boîte. Ça. Donc, ça veut dire que s'il y a Micheline qui est à la bourre parce qu'en fait, elle n'y arrive pas ou qu'elle a bu trop le café ou que le manager, du coup, il abîme le temps qu'il pourrait passer dans sa vie perso. Il se contraint à rester et à se rajouter de la charge parce qu'il se dit, je n'ai pas le droit d'arriver. Exactement. Et ça, c'est un super exemple parce que ce manager, si s'était accordé le droit, parce qu'il a fini ses tâches, il est bien à 17h, il se donne le droit de partir et il va vivre sa séance de sport, il va vivre un apéro avec des amis, il recharge sa jauge de bien-être, ces fameux neurohormones dont on parlait, la dopamine, la sérotonine, il se fait du bien, ce qui fait qu'il revient le lendemain à bloc hyper content, alors que à force de s'imposer des injonctions qui n'ont ni queue ni tête, il vient lui-même s'épuiser et se désengager à terme, en fait, de devenir abaisser très fort sa motivation. Et c'est profitable pour personne. Donc oui. Oui, c'est ça. Et quand tout à l'heure, tu vois, tu parlais de ma QVT là, et des graphiques que ça peut représenter. Par exemple, entendre que quelqu'un, si on prend ce graphique-là, quelqu'un qui a profondément besoin de se réaliser, enfin vraiment qui vient au travail pour se réaliser et qui va venir chercher aussi une identité. On voit que le deuxième histogramme le plus important, quelqu'un qui va venir chercher une image dans la structure. Ça, c'est intéressant d'arriver à identifier des moteurs et des leviers, des sources d'énergie pour aussi, quand on observe quelqu'un qui se comporte d'une certaine manière, se dire, arrêter de calquer le fait que ce soit bien ou que ce soit pas bien, mais se dire simplement, c'est sa recette à lui, en fait. Exactement. Et ça, c'est hyper, hyper important de pouvoir s'auto-questionner sur c'est quoi mes moteurs forts. Ce que j'appelle aussi les zones de flow, tu sais, les zones de flow, c'est les moments où tu vis quelque chose, une action, une activité, où le temps passe sans même que tu t'en rendes compte parce que tu es tellement à fond dans ce que tu es en train de vivre que ça passe tout seul. Et ça, c'est un exercice d'auto-coaching super important de pouvoir individuellement noter c'est quoi ces moments de flow pour moi, pour pouvoir les nourrir au maximum, les faire vivre au maximum dans mon quotidien et venir donc justement abaisser ce déséquilibre ressenti, contrainte et au contraire zone de bien-être, zone de joie. C'est ça en fait, l'équilibre, c'est sortir du métro boulot dodo, sortir de la contrainte et mettre du sens, mettre de quelque chose de vivant et de joyeux. Et après, il y a plein d'outils pour nous aider à trouver cet équilibre. Il y a les tableaux de bord, comment je crée mon planning, ma piscine, pour revenir à mon exemple de la piscine qui pourrait être pour moi, tu vois, un super moteur pour équilibrer mon système nerveux et abaisser mon ressenti de stress. Je vais à la piscine 1 heure par semaine. C'est un indispensable. C'est le moteur de ma santé mentale pour venir abaisser les signaux de stress. Et ben, je décide que 7 heures de piscine, elle n'est pas négociable. Je la mets forcément dans mon agenda. Et rien ne doit faire que je l'en extrais, sinon je me mets en déséquilibre. Et ça, c'est ultra individuel. Mais voilà, pouvoir jauger de tout ça. Ce que j'aime, c'est que tu décomplexes beaucoup finalement les sujets. Tu donnes très peu d'injonctions face aux injonctions, Adeline. Ça marche pas. Bah non, si on rajoute quelque chose d'arbitraire, là où on a envie justement de déconstruire, de mettre de l'assouplissement, de créer du dialogue, d'accepter que j'ai une réalité, vous avez votre réalité et qu'on va composer avec ça. Je ne peux pas arriver avec un cadre hyper étroit, hyper rigoureux, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'au niveau des entreprises, sur le côté, on parlait tout à l'heure du dialogue entre manager et salarié, c'est indispensable de créer
un dialogue ultra ouvert, de travailler sur les cultures d'entreprise. Et comme je le disais, nos jeunes, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail nous obligent à le faire, vraiment. C'est-à-dire que réfléchir à du travail en full remote, c'est-à-dire en télétravail ou en asynchrone, c'est-à-dire avec des horaires décalés, parce que j'ai envie d'arrêter de bosser à 15 heures et je reprends à 20 heures, parce qu'entre les deux, j'ai envie de vivre d'autres choses, mais la mission sera faite, elle sera performée, elle sera au point. Par contre, j'équilibre mes temps de travail comme ça me semble juste à moi, avec la confiance de mon manager, l'autonomie qui m'est accordée. Mais je pense que ça, ce sont des révolutions à venir et on doit tous vraiment ouvrir attentivement l'oreille à ça. Bon, et avec des postes qui s'y prêtent et des postes qui s'y prêtent moins aussi par rapport à toutes ces exigences, bien sûr. On a Gwenaëlle dans le chat qui rebondit justement sur cette histoire de comportement des managers. Elle demande, est-ce que le manager n'a pas précisément un exemple à donner pour donner l'opportunité à l'équipe de modéliser son efficacité, par exemple pour s'autoriser à partir à 17h finalement, et pour donner aussi à l'autre l'opportunité de modéliser aussi sa capacité à prendre soin de lui-même. Mais carrément, un manager, c'est quelqu'un qui impulse pour moi, qui impulse une énergie, qui impulse une vision. Donc, bien sûr que le manager, il a une responsabilité dans tout ça. Mais grand nombre de nos managers sont pas forcément hyper outillés, eux non plus, tu vois, à ce niveau-là. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. C'est d'aller dans les entreprises et les sensibiliser sur toutes ces notions pour qu'ils se sentent plus à l'aise, plus légitimes pour, en effet, incarner tout ça et être moteurs dans leur équipe. Il y a vraiment une histoire d'autorisation à se donner, de soi à soi et donner les autorisations aux autres. Et en fait, c'est super facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Mais pourtant, ça demande du courage, ça demande peut-être des petits pas, de tenter, d'expérimenter. Et ça demande beaucoup de dialogue. Carrément. Vraiment beaucoup de dialogue, ce dont on manque, déconstruire ces représentations avec des rapports de pouvoir, de ce que j'ai le droit ou ce que j'ai pas le droit de faire. Oui, il y a des règles évidemment dans une entreprise, il y a des comportements, mais c'est la bienséance, j'ai envie de dire, en société. Et tous ces sujets que toi, que Marco, que moi, que tout le monde là dans le chat, tout ce qu'on vit, si vous n'êtes pas les seuls à le vivre en fait. Il y a du monde qui vit ça avec vous. Et tout l'intérêt, c'est aussi d'avoir parfois des lanceurs d'alerte et des personnes qui osent faire ce pas de côté et mettre un sujet à l'ordre du jour en disant, bon, c'est bien beau là, dans notre boîte, on est hyper RSE, on a une démarche QVT, QVCT. Est-ce que juste on peut parler du travail réel en fait, de la façon dont on vit les choses très, très concrètement, de ce qu'on ressent et trouver ensemble aussi du soutien, parfois de l'entraide, d'une forme de solidarité, une forme de fraternité ou de sororité auquel on sait bien que ça peut être là dans les équipes, c'est juste qu'on ne crée pas les espaces pour ça. Carrément. Ouais. Carrément, c'est exactement ça. Et comment on va se donner le droit de faire rentrer toutes ces notions-là qui pourraient sembler comme hors sujet pour les entreprises un petit peu archaïques, mais on voit bien que ça bouge énormément. Moi, j'arrive maintenant avec mes outils, mes jeux de cartes sur les émotions, sur les besoins. J'arrive avec mes fleurs de bac, avec mes huiles essentielles, et j'essaye de révolutionner un peu tout ça, de dépoussiérer un peu l'approche pour qu'on se donne le droit de sentir, de ressentir, de verbaliser, et ainsi, créer des choses différentes et beaucoup plus harmonieuses individuellement et donc collectivement. Et bien moi, mon harmonie de maintenant, ça va être à la cantine. Alors ce qui est bien, c'est qu'à la cantine, on est tous, il y a les collègues, et il y a tout le monde, il y a les managers, il y a les N+1, et les N-12, on est tous à la cantine. Et là, on a des vrais échanges. Passe-moi le sel, tu veux de la mayo avec tes frites? Et ça, c'est détendu. Et après, on est bien l'après-midi pour travailler. Allez, moi, je file parce qu'apparemment, il y a des frites et du hareng. Ce midi, j'adore le hareng. Et moi, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes et puis on se voit à la rentrée pour un prochain SAV de la QVT. Vous m'attendez, les gars ou Salut Marco, merci Bonne app, beaucoup. Marco. Le hareng, c'est une bonne idée, le hareng? Ouais, c'est bien. Oui, on trouve un peu d'oméga 3 dans tous les petits poissons gras, c'est très bien. Ouais. C'est bon pour notre système nerveux. Bon, évidemment, l'heure est encore passée très, très vite. On aura encore plein de choses à dire. Merci Adeline pour ce SAV qui était très sur un mode interactif. On a beaucoup papoté ensemble. Merci aux quelques personnes dans le chat qui ont posé des questions ou qui ont pu réagir. Si vous avez plaisir à continuer les échanges.
Adeline est à votre disposition et moi, de la même manière, n'hésitez pas. Vous avez un petit bouton en haut avec marqué « Je peux être recontacté ». Que vous souhaitiez, alors par exemple, Adeline, si on peut faire un petit focus là, sur ce que tu fais, tu animes des ateliers sur le bien-être et la santé mentale. Tu veux nous en dire quelques mots là sur ces ateliers? Oui. Alors, j'anime des ateliers sur tous les sujets que sont le stress, l'anxiété, comment trouver des solutions naturelles face aux troubles du sommeil, comment prévenir le burn-out. Et là, j'arrive avec ma casquette de naturopathe et de consultante QVT pour outiller les gens concrètement avec des solutions naturelles, voilà, pour trouver l'équilibre. Donc, tu es sur Lyon, ça mérite peut-être… oui, mais pas que. Je suis basée à Lyon, mais je bouge sur toute la France et les opportunités peuvent vraiment s'ouvrir au national. Ok, super. Et puis, en partenariat avec Clara Martin de Conciliandre, vous déployez, alors c'est un vrai partenariat qu'on a avec Wonjo, on aime profondément aussi cet organisme qui s'appelle Conciliandre. Donc, vous déployez des formations en intelligence relationnelle. Pareil, tu peux bien nous en dire quelques mots? Ouais. Alors avec Lara, nous sommes expertes en assertivité et nous, notre objectif, notre mission, c'est de transformer les tensions en action. Donc, on vient travailler au cœur des entreprises pour mettre de l'équilibre dans les relations entre managers, entre collaborateurs, au sein des équipes, avec plein d'outils hyper ludiques et venir faire vivre cette intelligence relationnelle et collaborative pour plus d'harmonie au sein des équipes. Et plus d'harmonie, donc plus de performance. Et oui. la boucle est bouclée, voilà. Transition toute trouvée pour vous parler de la fresque de la QVT. Donc, Wonjo a conçu, imaginé, déployé, testé, rodé ce format ces 2 dernières années. On a le grand bonheur d'avoir été référencé dans le top 30 des fresques en France. On est paru aux éditions du Node en octobre dernier. Et la fresque de la QVT, c'est un séminaire qui est complètement disruptif. On prend une équipe le matin, c'est plus la même le soir. On l'a transformée parce que justement, on lui a donné la possibilité de vivre un temps un peu déconnecté où la parole est libre, où les émotions ont toute leur place, où on peut partager ce qu'on pense et tout ça avec une colonne vertébrale qui est comment je peux mieux prendre soin de moi et mieux prendre soin des autres pour qu'effectivement le travail soit une expérience épanouissante individuellement et performante d'un point de vue collectif. Donc Adeline, elle est en cours de formation pour devenir fresqueuse de la QVT. C'est un moment assez incroyable que de vivre une fresque avec au cœur la réalisation du baromètre QVT grâce à l'outil Ma QVT dont tu as parlé tout à l'heure. Et alors justement, donc Adeline, tu as un petit cadeau pour tout le monde. Vas-y, raconte, c'est quoi? Je serais ravie de proposer de vivre avec moi un temps sur ma QVT, de vivre votre état des lieux de votre bien-être professionnel grâce à la web app Ma QVT, complètement. Donc, c'est 1 heure en tête-à-tête Ouais. voilà, qu'Adeline vous offre. Et puis, Wonjo vous offre l'accès aussi à la plateforme. Donc, c'est vraiment un point, une prise de hauteur, à la fois une introspection à l'intérieur et en même temps une prise de hauteur sur votre vécu du travail ici et maintenant. Et qui vous permettra pour reboucler sur ce qu'on disait au tout début, de connecter finalement, c'est quoi vos moteurs, pourquoi est-ce que vous vous levez le matin, quelle est la nature d'expérience que vous avez envie de faire au travail, quelle est celle que vous faites plus ou moins, comment ça bouge pour vous à l'intérieur et où est votre pouvoir d'agir. C'est vraiment ça. Profitez-en, vous pouvez flasher le code qui apparaît sur votre écran ou tout simplement cliquer. Notre collègue Manon dans le chat vous a mis le lien. Vous pouvez remplir le petit formulaire et puis en faire profiter aussi autour de vous. Et comme ça se vit en visio, ça se vit où vous soyez en France. Voilà, pratique. Ouais, précision très, très juste. Yes. Bon, alors on se retrouvera, comme le disait Marco, au prochain SAV de la QVT. C'est le mardi 14 janvier prochain. J'aurai le bonheur de recevoir Valérie Varnet. Donc Valérie qui est coach, vraiment coach senior plus, avec un gros parcours derrière elle de management. Et son sujet à Valérie, c'est le bien-être des dirigeants. Ça sera un SAV sans concession, sans langue de bois, dédié à la question de la qualité de vie au travail des dirigeants et des dirigeantes et qui pose finalement la question de est-ce que j'ai le droit d'aller bien quand je suis patron ? Parce que c'est en ce moment ce qu'on entend sur le terrain. Mais de toute façon, je m'occupe de mon personnel, je fais ce que je peux, mais moi, voilà. Ou tous ceux qui nous disent aussi, mais moi, tu sais, j'ai pas le temps de faire un burn-out. Ouais, ok. La question à laquelle elle répondra, Valérie, c'est aller bien quand on est dirigeant, est-ce que c'est possible ? Et évidemment, elle nous donnera, ça
fait 25 ans qu'elle fait du coaching. Elle a coaché des milliers de personnes. Elle va nous donner des retours d'expérience et des illustrations très, très concrètes de dirigeants qui ont eu des prises de conscience, qui ont modifié certaines choses dans leur comportement pour s'autoriser eux aussi à vivre l'expérience la plus favorable possible du travail. Voilà, sachez donc que tous nos SAV sont potentiellement revisionnables, donc en replay. Nous avons une chaîne YouTube que vous voyez là sur la droite de votre écran. Vous pouvez flasher également. On en a fait quand même un certain nombre, donc tout ça s'accumule petit à petit, à chaque fois des thèmes tout à fait différents et en même temps avec cette connexion centrale qui est à peu près toujours la même, qui est celle de Wonjo, qui est celle de cet attachement profond à la préciosité de la vie et cette volonté de faire en sorte que le travail soit désirable et que le travail demain soit encore plus désirable. Merci Adeline d'avoir été avec nous. Merci pour ta fraîcheur, ta générosité, ton sourire. Merci Manu. Tu veux nous dire un dernier petit truc avant qu'on raccroche? Un grand merci, surtout un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. C'était génial. J'ai adoré. Et maintenant, voilà, je souhaite à tout le monde de pouvoir s'outiller pour arriver à définir cet axe équilibre vie pro, vie perso et faire baisser le stress. Merci Adeline et merci à tout le monde. J'envoie le générique en espérant qu'il marche. À bientôt. Au revoir.